retrouve avec plaisir, j'espère. Toujours, Oui. toujours. Rien de nouveau depuis la semaine passée? Ça va. Très bien. Bon, on a su un programme très chargé. On commence bien en tête, hein. Emmanuel va nous parler de la retraite. Il y a deux retraites, par répartition, par capitalisation. Et puis on nous parle de ça, et puis on ne comprend rien. Et puis les gens se disent, mais on va enlever la retraite, c'est à 65 ans. Mais là, on va se concentrer sur les deux notions, les deux concepts de capitalisation et de répartition. À vous, maestro. Alors oui, retraite par capitalisation, est-ce que c'est la solution pour faire face aux défis actuels? Voilà. C'était la façon dont tu avais voulu introduire ce thème-là. Donc, rappelez qu'il y a deux grands principes. Il y en a trois en réalité si on rajoute un principe hybride. Oui. Le premier principe, c'est la répartition. C'est le principe d'aujourd'hui qui existe dans le système français. C'est le système donc, majoritaire chez nous, parce qu'il n'y a pas que ça quand même, il faut le noter. Mais le principe, c'est simple, sur les actifs d'aujourd'hui qui payent pour les retraités d'aujourd'hui. C'est ça le principe de la répartition. On cotise, ça va dans une caisse et ça finance les retraités d'aujourd'hui. Le problème, c'est que ça avait été mis en place à l'époque où le nombre de cotisants était bien supérieur au nombre de retraités. Aujourd'hui, le nombre de retraités est bien supérieur au nombre de cotisants. En tout cas, la tendance va vers ça. Et c'est pour ça que ce système est en déséquilibre financier. On ne peut plus assurer correctement les retraites parce qu'il y a moins de cotisants qu'avant. Voilà, donc ce principe repose sur un équilibre fragile. Il faut suffisamment de cotisants pour pouvoir servir des retraités qui ne cessent d'augmenter, pour servir des pensions pour les retraités. La deuxième option, c'est le principe de la capitalisation, où là, c'est vous qui cotisez pour vous-même. Donc, tout au long de votre vie, vous mettez une partie de votre revenu dans une caisse. Cet argent est mis sur les places financières pour faire des petits, et ça s'accumule. Et à la fin de votre vie de travail, vous bénéficiez soit d'un capital, soit de rente, selon le système que vous avez retenu. Mais en tout cas, c'est votre travail, c'est votre action personnelle qui vous apporte le revenu futur. Voilà, donc c'est deux logiques. Donc d'un côté, la solidarité, puisqu'on s'appuie sur la solidarité des compatriotes pour assurer le revenu des retraités, et de l'autre, c'est un peu la liberté individuelle, la responsabilité individuelle pour pouvoir garantir son revenu. Et puis, vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu un projet intermédiaire qui est la retraite à points. C'est en fait la retraite par répartition, sauf qu'on remplace plutôt que on cumule des points tout au long de sa retraite, et ces points sont convertis en fin de période de travail en somme d'argent. Et là, ça permet peut-être d'optimiser, de rendre plus lisible ce travail de retraite. C'est un projet qui n'a pas abouti, je dirais malheureusement, parce que ça me paraissait être une bonne formule, pour le coup, une bonne solution. Voilà donc ce qu'on peut dire sur les deux ou les trois principes de retraite. Je pense que pour nous, Français et Martiniquais, l'idée d'abandonner la retraite par répartition au profit de la capitalisation, ce serait abandonner un principe de solidarité auquel on doit rester attaché quand même. C'est une singularité française. Je crois qu'il faut trembler à l'idée de dire on va abandonner ça pour changer le système. En revanche, on peut équilibrer les choses. On peut avoir une dose apportée par la solidarité en fonction de ce que les contributeurs peuvent. Et donc ça, il faut regarder les chiffres avec lucidité, et puis introduire quand même de la capitalisation. Je pense que la vérité est dans un équilibre harmonieux entre ces deux systèmes, mais on ne peut pas imaginer que l'avenir sera fait d'un seul système. Ça sera la combinaison de ces deux systèmes qui devrait permettre aux uns et aux autres d'avoir une retraite décente. C'est vraiment à cause du déficit démographique? Absolument. Oui, c'est le déficit démographique, le nombre d'actifs qui est... Aujourd'hui, je ne sais plus, je n'ai plus les chiffres en tête, mais quand la retraite a été lancée, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1 actif pour un retraité à peu de choses près. Ouais. Donc, Parce que les retraités vivent plus longtemps. Les retraités vivent plus longtemps. Le temps de travail global aussi a diminué. Ça, c'est aussi un facteur macroéconomique.
Donc, ces deux conjonctions font qu'à un moment donné, il faut bien chercher des solutions en dehors de la répartition, ou alors reposer la question du temps de travail. C'est un débat. Ou la question de la baisse des pensions. Voilà les curseurs sur lesquels tout le monde réfléchit. Je voudrais partager avec vous une interrogation. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu que, par exemple, François Hollande va toucher 30 000 euros de retraite. Je me demande, est-ce qu'il ne fallait pas limiter précisément le montant qu'on touche en retraite, si vous voulez, parce que c'est peut-être là l'économie. Quand quelqu'un touche 30 000 euros de retraite, ça veut déjà dire que dans sa vie antérieure, il a touché autant, sinon plus. Pourquoi 30 000 euros? Est-ce qu'il ne faut pas le limiter au lieu de tous les débats qu'il y a? Il y en a tellement peu que c'est une note sur le... Vous pensez, vous pensez qu'il y en a tellement peu? Je pose la question. Il y a une autre question que tu aurais pu te poser aussi, c'est ce qui nous arrive chez nous en Martinique, c'est la très faible retraite de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont tous des retraites de 50 euros, 60 euros. Ça, ouais. Enfin, c'est inadmissible. Alors qu'il y a le minimum vieillesse. Et moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'automatise pas le minimum vieillesse dès lors que quelqu'un touche une retraite. Alors, je crois que si on est à 1 000 euros, 1050 euros, 1100 euros, le minimum vieillesse par individu, dès lors qu'on est sous une retraite inférieure à ça, on devrait trouver un système pour automatiser. Voilà, je pense que ça, c'est un axe de réflexion sur lequel on pourrait... Là, tu touches quand même, s'agissant, tu as parlé de Hollande, sur la retraite que les hommes politiques, c'est-à-dire les parlementaires, ils ont des systèmes spéciaux. Donc, c'est peut-être les systèmes spéciaux auxquels il faudrait... C'est pas au montant, hein, mais c'est aux systèmes spéciaux des parlementaires. C'est de saison. Fiducia Supplicans, c'est une déclaration officielle publiée le 18 décembre 2023 par le Vatican qui traite de la possibilité de bénir les couples en situation irrégulière, selon la doctrine catholique. Alors, tu vas nous expliquer ce qu'est un couple en situation irrégulière et puis la différence entre ceci et cela. Frédéric. Oui, alors, Fiducia Supplicans, la foi suppliante, littéralement, c'est un texte qui permet aux prêtres, émis par le dicaster pour la doctrine de la foi et approuvé par le pape François, c'est un texte qui permet aux prêtres de bénir toute personne ou tout couple, y compris donc homosexuels, non mariés ou divorcés et remariés, de façon pastorale et non liturgique, en signe d'accueil et de miséricorde. Et l'objectif, c'est de manifester la proximité de Dieu sans valider une union ou un état de vie au préalable. Alors, le pape François, il faut bien comprendre, Emmanuel l'avait souligné, qu'il s'inscrit dans une dynamique pastorale. Pour vous donner une idée, Jean-Paul II s'inscrivait plutôt dans une dynamique dite spirituelle, Benoît XVI plutôt dans une dynamique intellectuelle et théologique, et le pape François, aussi appelé le pape des déshérités, François étant le nom qu'il a décidé de prendre en hommage à saint François d'Assise, le saint des pauvres. Il est le saint déjà de l'écologie, puisqu'il a émis une Laudato Si qui est un hommage à l'écologie. Le pape François, c'est un pape qui se veut volontaire, qui se veut proche de tous. Donc, pour parler de cette pastorale en action, il faut comprendre que l'aspect du mariage ne touche pas à la liturgie, ne touche pas au sacramentel, du rituel formel en lien avec le sacrement. Il faut comprendre aussi que c'est une pastorale, ça veut dire que c'est une bénédiction qui est brève, une bénédiction qui est informelle, qui est sans rite, sans éléments nuptiaux. Et l'objectif, c'est de ne pas changer la définition du mariage chrétien, mais ouvrir simplement la possibilité de la bénédiction bienveillante sans faire de confusion sacramentelle. Et ça permet à l'Église de bénir sans condamner, tout simplement. Alors, ça a suscité des tensions immédiatement, parce que c'était quand même ça a vraiment provoqué beaucoup de polémiques, et on peut le comprendre, parmi tous les catholiques, pas uniquement les plus conservateurs. Donc il y a eu des réactions positives pour une Église plus humaine, plus fidèle à l'Évangile, et puis il y a aussi eu des oppositions fortes, notamment en Afrique et en Asie, avec la crainte d'une approbation implicite des unions homosexuelles. Ça a été
très notée en Afrique, une fragmentation des pratiques, puisque l'Église est catholique, donc universelle, et puis un certain relativisme moral. Il faut expliquer que le pape François est non seulement le premier pape argentin, enfin du Sud, si je puis dire, et aussi un pape jésuite. Et les jésuites, ils appliquent ce qu'on appelle la casuistique, à savoir le fait de juger, de jauger et d'émettre des avis au cas par cas. Et cet aspect jésuite, nécessairement, a influencé ses propos. Mais il faut comprendre quelque chose qui est une chose très importante, et les catholiques le savent. Il y a une infaillibilité du pape dans le dogme, quand il émet des dogmes. Le dogme du mariage catholique est infaillible, aux yeux des catholiques, bien sûr. Mais il faut aussi comprendre que le pape peut parler à côté. Et les propos aujourd'hui du pape, finalement, paradoxalement, alors que l'Église catholique est, entre guillemets, si faible dans son pouvoir temporel, dans son pouvoir spirituel, elle a une résonance qui est assez extraordinaire depuis plusieurs pontificats. Et donc, quand le pape dit quelque chose, ça suscite énormément de réactions positives comme négatives, mais ce n'est pas un dogme que le pape François a émis. C'est une position, c'est un appel à la miséricorde. Il ne faut pas oublier quand même que Jésus-Christ dînait avec les publicains, les prostituées, les collecteurs d'impôts, des personnes qui étaient considérées, excusez-moi, mais comme à l'époque des LGBT, et il disait « je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs ». Ouais. Et le pape François a, dans ma lecture, vraiment eu cette attitude. Il a été taxé de wokisme, finalement, est-ce que ce pape est un vrai pape? Il y a eu beaucoup de réactions chez les conservateurs, mais il y a aussi eu beaucoup de réactions positives chez certains catholiques et aussi chez les non-croyants, parce que finalement, il symbolise cette miséricorde, cette bienveillance dont on a tant besoin à nos heures actuelles, et aussi cette nuance, puisqu'il dit bien, c'est au cas par cas, il faut voir l'état de vie, et puis comment voulez-vous attirer les personnes à la foi avec des tapettes à rats? Il faut pouvoir avoir les bras grands ouverts, et en cela, je trouve qu'il incarne un aspect très chrétien de cette perspective-là. Très bien traité. En tous les cas, aucune femme n'a un ministère régalien, une seule chef de parti politique. Aucune femme cardinale. Oui, ça viendra nécessairement. Soyez patiente. Il a parlé des femmes diacres, le pape 5 François. chiffres alarmants sur l'insuffisante féminisation du pouvoir en France. Autre femme, autre sujet, Madame Marceline. Mais c'est un sujet de société qui pourrait être traité par n'importe lequel d'entre nous. Oui. Alors, avril 1945, avril 2025, donc 80 ans. Les femmes votent pour la première fois. Le droit de vote, c'est 1944. C'est à Alger, c'est une ordonnance qui est prise par le Comité français de libération c'est-à-dire les femmes s'étaient tellement impliquées dans la guerre qu'il avait été dit qu'à la fin de la guerre, on leur reconnaîtrait le droit de vote quand même, comme tu dis. Et donc les premières élections qui ont lieu, c'est les élections municipales en 1945, et donc les femmes. Donc depuis, l'on constate une lente, mais vraiment très lente évolution de la position des femmes dans des postes importants, tant et si bien qu'il a fallu en 2000 une loi sur la parité, et que c'est grâce à cette loi quand même qu'il y a eu un certain nombre de femmes qui ont été par exemple adjointes, parce qu'il pouvait y avoir autant de femmes que d'hommes, mais elles étaient reléguées comme par hasard aux postes les moins importants. Donc à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on constate? Si on prend le gouvernement actuel, sur le plan formel, la parité est respectée, il y a 18 femmes sur 36 ministres, mais les postes régaliens ne sont pas occupés. Il n'y a aucune femme qui occupe un poste régalien. Justice, alors régalien, justice, finance, armée, intérieur, défense. Ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'on sait, Taubira a été ministre de la Justice. Oui. La première, ça a été Elisabeth Guigou, si mes souvenirs sont bons. Il y a eu Rachida Dati aussi, ministère de la Justice. Il y a eu Michel Alliot-Marie qui a été ministre de la Défense. Il y a eu un certain nombre de femmes. Mais la réalité fait qu'à l'heure actuelle,
dans les postes de responsabilité, il n'y a pas 30% de femmes. Oui. Quand on regarde en ce qui concerne départements, régions, c'est pareil. Pour les municipalités, il y a 20% à peu près de femmes maires. Exact. Donc, par conséquent, au niveau des postes de responsabilité, il n'y en a pas beaucoup. En Martinique, alors, il y a eu une femme, on oublie ça, on a une femme, la première femme élue maire, c'est en 1949. Et tout le monde a oublié, mais elle a été élue. Je dis bien élue parce que la première femme maire, elle avait été nommée, c'était sous l'amiral Robert. C'était par l'amiral Robert, c'était Mariello. Mais la première femme élue, c'est Luce Lemestre en 1949. Puis après, il a fallu attendre du temps pour qu'il y ait des maires. À l'heure actuelle, il y a 5 femmes maires. Il a fallu attendre pour qu'on ait une femme députée, mais on a eu une femme députée et une femme sénatrice, qui à l'heure actuelle. Donc, je dirais que quand on regarde bien la difficulté pour que des femmes exercent exercent des postes de responsabilité, c'est que le fonctionnement de la société ne leur permet pas tellement de s'adonner à la politique. Parce que ce soit les questions au foyer, où elles sont quand même, c'est majoritairement sur elles que repose, en plus de leur activité professionnelle, le soin de s'occuper des enfants, de savoir s'ils ont fait leurs devoirs. En plus, elles ont les difficultés de transport. La majorité des utilisateurs des transports en commun, ce sont des femmes. Donc, ça veut dire qu'elles ont des difficultés à pouvoir s'impliquer dans la vie sociale. Et puis ensuite, il faut reconnaître qu'une réalité, c'est que les partis politiques n'ont pas eu tendance à mettre les femmes en avant, même quand ils avaient la possibilité. Je prends un seul exemple en ce qui concerne nos régions. En Martinique et en Guadeloupe, en 1945, après la guerre, en Guadeloupe, le Parti communiste présente une femme et qui est élue. C'est notre concert, dont le nom Gerty Archimède. Elle est élue. En Martinique, il y avait la possibilité de présenter Jeanne Léraud. Elle était pareil, c'est militante, Parti communiste, on ne la présente pas. Si elle avait été présentée, elle aurait été élue. On aurait eu une femme aussi. Donc il y a aussi l'attitude des partis politiques qui sont des partis politiques qui se sont fait beaucoup tirer taper sur les mains pour mettre des femmes à des postes d'éligibilité. Donc la réalité, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Et alors, je veux juste, à titre anecdotique, en ce qui concerne la loi sur la parité, il y a souvent des gens qui ont critiqué la loi sur la parité en disant « mais pourquoi faut-il une loi que les gens compétents vont se démarquer ?» Et il n'y a pas besoin d'une loi pour, je dis, mais simplement mais le fait qu'il n'y ait pas de parité avant, ça ne garantissait pas qu'on ait des hommes intelligents. Donc, on a le risque avec la parité d'avoir des femmes qui ne le soient pas, oui, et alors c'est ça la parité. Bien sûr, donc c'est une bonne chose. La parité, ça a été une bonne chose. Si les femmes étaient plus nombreuses en politique et à des postes de direction, cela changerait la donne. À égalité ou majoritaire, elles pourraient déployer librement leurs qualités de pondération, de finesse et de subtilité qui manquent tant aux hommes politiques. Je ne vais pas me faire lapider pour ça, non? Christian, 8 bonnes solutions pour le climat, la biodiversité et les déchets à travers le monde. Parce que chaque fois qu'on parle de ces problèmes d'écologie, d'environnement, on se plaint du réchauffement climatique, ce qui est vrai, il faut le faire. Mais il y a aussi une autre façon pédagogique de comprendre l'importance de ces questions-là, c'est de montrer ce qui est fait et ce qui réussit. Voilà, absolument. Voilà. Eh bien, effectivement, je vais y aller directement. Il y a 8 exemples, en tout cas, qui matérialisent, si vous voulez, l'orientation qu'on a pris par rapport au problème de la Terre, le problème du réchauffement climatique, etc. Alors, première proposition, au Japon, il y a... le terme, c'est Kimakatsu. C'est quoi? C'est un modèle de recyclage de déchets qui a été lancé en 2003. Avec un taux de succès à 80%. Ça, c'est important. En Floride, le fleuve Kissimmee, c'est un fleuve qui avait été réorienté, l'itinéraire avait été modifié pour des démarches économiques et commerciales. Ouais. Et on a constaté qu'il y avait effectivement des conséquences, puisqu'il y avait des espaces desséchés avec des conséquences négatives sur la faune et la flore. Ça a été reconstitué et la flore et la faune se sont reconstituées. Le protocole de Montréal, c'est un protocole concernant la couche d'ozone.
les dispositions de ce protocole devraient permettre d'atteindre des objectifs extrêmement intéressants. Des résultats sont déjà enregistrés. Tout à fait, absolument. En Équateur, la reconnaissance des droits de la terre, alors ce sont des notions qui sont intéressantes, c'est un dispositif législatif qui fait qu'à aucun moment on ne puisse modifier de façon agressive des zones naturelles. Le tribunal a ordonné de faire valoir les droits de la nature pour constater les violations des droits de la nature. Ouais. C'est très intéressant. En Nouvelle-Zélande, on a décidé de conférer au fleuve une personnalité juridique afin de défendre leurs droits en justice. Alors, ce sont des orientations qui sont extrêmement surprenantes, mais qui ont des résultats. Et puis, il y a aussi les constitutions de comités de l'avenir. Ce sont ces structures qui sont chargées de contrôler et d'évaluer et de suivre le suivi des progrès. En Norvège, il y a une création d'une chambre mondiale des semences. Vous vous rendez compte? Plus de 6000 semences sont conservées à moins 18 degrés, plus de 6000 espèces sont cultivées pour sauvegarder la biodiversité. C'est le même cas au Pérou. Et puis, l'exemple du pays d'où je viens, le Bhoutan, où la notion de PIB a été remplacée par la notion de bonheur national brut. Vous voyez, l'orientation, ce n'est pas la croissance, ce n'est pas l'augmentation c'est la réalité, c'est la paisibilité, le bonheur, la nature, l'équilibre, le bien-être. Et pour terminer, au Canada, en Nouvelle-Zélande et au Japon, les médecins délivrent des ordonnances vertes préconisant des guérisons par le fait de se faire soigner par la nature. Another world is possible, c'est ça? Un autre monde est possible. Yeah. Ce qui m'a plu, c'est le système par lequel toute décision prise doit être appréciée en fonction des conséquences que cela aura. Oui, très bien. Après 3 générations. Ouais. Une projection de ça. On prend une décision maintenant, mais dans 7 générations. 7 générations. Ça, j'ai trouvé ça. C'est vraiment une anticipation des malheurs que l'on peut créer par les innovations techniques, technologiques. J'ai trouvé ça assez intéressant. Emmanuel, tu veux prendre la parole pour parler de John Compton, qui est un premier ministre de Sainte-Lucie. On parle de le voisin un petit peu et de leur histoire. Le père de la nation sainte-lucienne. Oui. Alors, 22 février 1979, Sainte-Lucie devient indépendante. Oui. Et le premier ministre de ce nouvel État s'appelle Sir John Compton. Et il récupère un pays délabré. Une immense pauvreté, une économie qui ne repose que sur un seul pilier, c'est la banane. Tous les autres piliers sont démonétisés, il ne se passe rien. Enfin, c'est un vrai sujet. Et c'est quelqu'un qui aborde son mandat, son rôle, avec beaucoup de pragmatisme. Il n'est pas dans l'idéologie, donc il n'aborde pas sa mission avec des dictats, avec des principes idéologiques. Il met du pragmatisme dans sa vision, et notamment il se rapproche d'un système de pensée qui s'appelle la Fabian Society, qui développe tout un argumentaire, toute une vision sur le développement basé sur le rééquilibrage des forces économiques pour pouvoir développer des filières complémentaires ou alternatives aux monofilières de l'époque coloniale. Il s'inspire également d'un prix Nobel de l'économie qui s'appelle Sir Arthur Lewis, qui est un Saint-Lucien d'ailleurs, qui a été prix Nobel. Et sa vision, c'est de réfléchir à un développement basé sur le transfert de la main-d'œuvre sur des nouveaux secteurs et de diversifier les secteurs. Donc la vision de papier est extrêmement intéressante, sauf que elle a produit quelques résultats. C'est lui qui disait, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour traduire un petit peu son pragmatisme, computer pas capable créole. Il disait ça avec son accent. Donc, il était extrêmement pragmatique. Et donc, il a apporté quand même un développement sur de nouveaux secteurs comme le tourisme, notamment. On lui doit ça. Et sur aussi les petites industries légères, donc artisanales, à mi-chemin entre l'artisanat et l'industrie. Donc, il a quand même fait un travail de fond
qui était nécessaire et très important, mais qui est un peu arrivé à ses limites. Et là, ça me fait penser à un propos que tient souvent Eddy sur ce plateau. Souvent, Eddy nous dit à un moment, il faut prendre conscience que les États qui ont une taille limitée, une petite taille, eh bien, sont confrontés à des contraintes qui rendent les grands succès impossibles. Donc, voilà. Et donc, il dit, il faut vraiment prendre ça en compte. Ce sont des contraintes majeures qui sont pratiquement insurmontables. Ce sont les termes qu'il développe. Et cette petite taille accentue notamment les risques de prédation extérieure. Et c'est vrai que Sainte-Lucie, aujourd'hui, subit les tensions de plein de prédations. D'ailleurs, des grands investissements qui sont faits maintenant dans l'île ne sont pas forcément sur des fonds contrôlés. Voilà, toute la Caraïbe. Toute la Caraïbe. Et donc, ça crée une nouvelle forme de dépendance. Donc, il faut se poser la question de l'indépendance au regard de ce risque. Et malgré toute la bonne volonté des dirigeants actuels qui font un énorme travail, enfin qui ont fait un énorme travail et qui continuent, eh bien, Sainte-Lucie est aujourd'hui encore dans un état de mal-développement structurel et qui, avec une petite contradiction avec le principe de développement prôné par Compton, qui consistait à dire qu'il faut diversifier absolument les leviers économiques, eh bien là, il y a des économistes qui prônent maintenant la doctrine un peu inverse, qui consiste à dire quand on est une petite économie insulaire, il vaut mieux identifier 2, 3 points forts sur lesquels on investit. Voilà, et plutôt que de vouloir s'éparpiller. Et donc ça, c'est un changement de vision auquel je pense l'île va se conforter. Donc il y a le tourisme qui est déjà un de ces piliers-là, clairement. Et le tourisme, il a l'avantage, et je parle de face à une connaisseuse, c'est un de ces secteurs qui embarque tous les autres. Quand le tourisme va, l'agriculture doit se réveiller derrière. Enfin, c'est un pilier de flèche qui attire tout le reste. Donc le tourisme. Peut-être que la banane qui a été abandonnée peut redevenir un pilier important. Alors, elle avait été abandonnée surtout pour des raisons sanitaires. C'était la Cercosporiose noire qui a anéanti cette filière, mais qui a quand même eu pour conséquence de faire beaucoup de dégâts sociaux, l'abandon de la banane. Et puis, voilà, des filières comme le rhum. Je sais qu'en ce moment, il y a une industrie qui se remet en place autour du rhum. Donc, on peut imaginer que Sainte-Lucie va chercher de nouveaux leviers de développement. J'ai remarqué qu'avec délicatesse, pour que les gens ne se crispent pas, tu n'as pas évoqué le fait que Ben Ariot a racheté la production principale de rhum de Sainte-Lucie. C'est bien, tu es un homme sage. Soyons rock, c'est un plaidoyer pour les bons sentiments, un bouquin de Pierre Thévanian qui propose de se réapproprier le terme rock, devenu un repoussoir dans le débat public, et d'en faire un étendard d'émancipation à la manière des stratégies de retournement du stigmate menées par d'autres mouvements sociaux. Bon, c'est une façon de faire un bouquin, quoi. Alors, mais c'est intéressant, tu nous en parles. Oui, alors, le wokisme, non pas soyons rock, mais soyons woke, mais j'ai aimé le titre. C'est un terme, woke, c'est un terme afro-américain qui signifie être éveillé. À l'origine, il désigne la vigilance par rapport aux injustices sociales que nous connaissons tous, le racisme, le sexisme, l'homophobie, le colonialisme. Et dans les années 2010, il a vraiment pris forme, il a pris force avec le BLM, le Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Et on a depuis 2020, avec l'assassinat de George Floyd, une explosion du wokisme avec une proposition de repenser les récits dominants, de réparer les injustices passées et de donner une voix tout simplement à ceux qu'on n'écoute pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut réhabiliter ce mouvement qui est si légitime? On peut se poser la question. Eh bien, ce mouvement a été assez fortement décrié du fait d'être taxé de réécriture excessive de l'histoire, notamment aux États-Unis en 2021, avec des classiques comme Autant en emporte le vent,
jugés trop colonialistes ou en Huckleberry Finn qui ont été retirés des bibliothèques scolaires à cause des stéréotypes anciens. Au Royaume-Uni, des œuvres ont été retirées ou rebaptisées pour leur lien avec le colonialisme. Il y a beaucoup de débats sur la purification. L'épouse de Lionel Jospin, Madame Sylvia Nagasinski, qui a été assez critique sur les processus de PMA-GPA, a été interdite d'intervention à l'université. Enfin, il y a un petit peu ces dérives réelles ou problématiques, des cas concrets de cela. On a vu des conséquences du wokisme en Martinique, avec notamment le déboulonnage des statues de Victor Schœlcher pour respecter la mémoire des esclaves. En Nouvelle-Calédonie aussi, avec les revendications kanak pour reconnaître les populations natives. Et puis, à La Réunion et en Guyane, des contestations de noms de rues, chez nous aussi. Il y a eu des commissions de manuels scolaires, etc. Bon, alors, il y a en France un écho du wokisme qui est très critiqué par notamment la droite et les mouvements très conservateurs qui finalement mettent dans ce mot tous les excès et toutes les vicissitudes sociétales qui nous accablent. Je crois que le wokisme, je suis d'accord, je crois que le wokisme doit regagner ses lettres de noblesse, mais c'est comme toute idéologie. Quand elle est poussée à l'extrême, elle se vide de sa teneur, et puis même elle est parfois aussi coupable que ce qu'elle décrit, et que ce qu'elle dénonce, et on a vraiment cette sorte de culture de dénonciation qui remplace le dialogue, d'une part, et d'autre part, je crois que le wokisme est un mouvement jeune, et donc comme mouvement jeune, il est tout feu tout flamme, et il n'a pas nécessairement forcément de proposition. Je m'explique. J'ai personnellement compris le déboulonnage des statues de Victor Schœlcher, etc. Mais je crois qu'il faut expliquer, il faut remplacer par quelque chose. Oui, alors cette statue a été déboulonnée, expliquez-la par conséquent. Il faut remplacer les choses si on veut faire aboutir un mouvement. On peut le comprendre, mais après, quand un touriste passe ou qu'un résident passe et qu'il souhaite comprendre pourquoi ce mouvement a été fait et qu'il y a cette sorte de vacuité, finalement, eh bien, je trouve que ça ne légitime pas l'effort et le mouvement. Après, je crois que le wokisme a, de toute façon, vu les tensions identitaires, les polarisations, des grands dangers, des grands excès. Je discute avec des personnes qui me disent j'ai quitté mon entreprise parce que on m'obligeait à écrire YEL, à écrire il, elle, du fait du respect des genres. Bon, il y a des extrêmes et des réajustements nécessairement à faire. Donc, je crois qu'il faut être nuancé, réhabiliter, soyons woke, plaidoyer pour les bons sentiments, je l'entends, mais il y a des approfondissements, des ajustements et surtout du respect et de la tolérance à ne pas oublier dans nos attitudes et dans nos relations. C'est vrai, ça ressemble beaucoup à une querelle de mots, tout ça. Je crois. On utilise woke, et puis on dit moi je suis woke, je ne suis pas woke. Puis de part et d'autre, on peut trouver des gens qui sont très progressistes et qui fustigent les woke, et puis vice-versa. Jingle, jingle, culture. Alors Daniel, comme la semaine passée, va nous parler d'un fait historique. Et nous sommes dans le 80e, je crois bien, anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle va nous parler de figures martiniquaises de la dissidence et de la résistance. C'est bien cantonné? Mais vas-y. Oui, alors je pense c'est intéressant, 80 ans que la paix a été signée, oui. Et donc la guerre est finie. Et nous assistons maintenant à la fin de ce monde-là. Et je pense que tout ce qui se passe au niveau mondial, toutes les institutions qui ont été mises en place, etc., le monde est en train de changer. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que pour qu'un monde de paix, 80 ans, alors j'entendais dans une émission qui disait que depuis l'Empire romain, c'est la première fois que le monde reste si longtemps sans guerre. Généralisé, hein, j'entends, puisqu'il y a des guerres un peu partout. Oui. Et donc, je dis, il y a des gens qui se sont battus pour ça. Et notamment, il y a des Martiniquais. Et on ne sait pas toujours, on ne sait pas toujours à quel point ils se sont impliqués.
Et ils se sont impliqués à plusieurs niveaux. Il y a la dissidence, il y a la révolte sur le sol martiniquais, il y a l'engagement combattant, et il y a la résistance, et il y a ceux qui sont morts en camp de concentration. Donc ça fait beaucoup de monde. Alors la dissidence, pour commencer, rappelons quand même que la capitulation française, c'est en 1940, et que le général de Gaulle qui lui dit, il y a l'appel du 18 juin, il dit « Moi, je ne me soumets pas, la France doit continuer à se battre ». Et en Martinique, il y a des gens qui, donc, dès ce moment-là, décident de partir. Il y en a qui, par patriotisme, ils se disent « C'est la mère patrie, je veux la défendre ». Mais il n'y a pas que. On a déjà eu l'occasion d'en parler lorsqu'on a parlé de Frantz Fanon, puisque Frantz Fanon est un de ceux qui part en dissidence. Et il part au nom de notions de liberté, parce qu'il considère que la liberté est en danger. Ce sera le cas de Marcel Monville. Qui l'accompagne. Et qui l'accompagne. Et il y a, on va compter que jusqu'à 1943, 1943, c'est le moment où la Martinique va rallier la France libre. Il y aura 5000 Martiniquais qui vont partir en dissidence. Alors, ils partent en dissidence où? Ils vont à Sainte-Lucie, en Dominique. Et puis après, il y a un circuit qui les emmène aux États-Unis et qui va les emmener aussi en Afrique. En Afrique. Et ils vont aller se battre. Donc, et les dissidents, ils ont été pendant très, très, très longtemps oubliés. Tu parlais tout à l'heure, avant l'émission, de Gabriel Henry, de Joseph Henry, qui avait perdu, qui était parti en dissidence, qui avait perdu sa jambe. Et il faut rendre hommage à Eusanne Palsy, qui a fait un film sur les dissidents et qui a commencé à les remettre en mémoire. Et il a fallu attendre la venue de Nicolas Sarkozy en Martinique en 2009 pour, devant le monument aux morts, décerner la Légion d'honneur à un certain nombre de dissidents. Et François Hollande, en 2014, qui, à l'Élysée, va également décerner un certain nombre de légions d'honneur. Donc, c'est un travail 2009-2014, hein, ça a été très long. Je voudrais signaler un des personnages de la dissidence, qui est Maurice Desétages, parce que c'est un militaire qui aide des militaires à passer en dissidence. Et il est arrêté, il est condamné à 15 ans de travaux forcés, et il est mis en prison sur un bateau, sur la Rade. Et il va être libéré après, en 1943. Ensuite, il y a la révolte en Martinique. Parce que sous l'amiral Robert, il représente Vichy, et il y aura la révolte du camp de Balata. Il y aura aussi un comité qui va se créer avec Victor Sévère et avec Emmanuel Rimbaud. Et il y aura la connexion des deux à un moment donné, et qui va faire qu'il y aura une grande manifestation. Il y a des milliers de Martiniquais sur la savane et à Saint-Pierre qui vont donc obtenir le départ de l'amiral Robert, ce qui fait qu'en 1943, la Martinique va rallier la France libre. Il y aura un représentant, M. Oppenau, qui va venir à la Martinique. Donc sur place, les Martiniquais obtiennent en 1943 que la Martinique se rallie à la France libre. Et puis il y a ceux qui vont partir combattre. Ce sera le bataillon des Antillais, le bataillon numéro 5. D'ailleurs, Fanon, après 2 mois de dissidence, il est renvoyé, va s'engager dans ce bataillon, Monville aussi, et ils seront comme ça des centaines. Ils vont Sainte-Lucie, Trinidad, l'Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, et ensuite ils vont être entraînés et ils vont débarquer en Provence le 15 août 1944, et ils vont faire partie de l'armée de Lattre de Tassigny, et ils vont se battre sur le territoire français, ils vont libérer Marseille. Et il y a comme ça des centaines de Martiniquais qui participent à cette guerre. Citons Manon Tardon, elle va rejoindre le général Leclerc, et puis elle va faire jonction avec de Lattre de Tassigny, et elle va arriver jusqu'à Berlin. Et puis il y a les combattants qui sont sur le terrain. C'est le cas du capitaine Pierre Rose, qui est donc résistant, combattant, qui va créer un maquis, qui va diriger le maquis, et ça se situe dans la région de Barème. Il va d'ailleurs appeler ce maquis Fort de France, et jusqu'à présent, sa mémoire est honorée. Il va être arrêté par les Allemands, et il va être fusillé par les Allemands en 1944. Et puis, il y a
les résistants déportés, et c'est le cas de Yves Goussard, le plus jeune. Yves Goussard, c'est le neveu de Paulette Nardal et le cousin de Christiane et Dapierre. C'est un enfant turbulent et qui, à 10 ans, sa famille va le faire partir pour être en internat en France. Donc, il va rentrer en 6e en France et il va rentrer dans les scouts parce qu'on considère ça va le cadrer. Et effectivement, ça le cadre. Et quand la guerre arrive, les Allemands interdisent le mouvement scout. Et les scouts vont s'engager, beaucoup de scouts vont être résistants. Et lui, il va être résistant à 15 ans. Il va être résistant, il va être responsable de la liaison avec les forces françaises de l'intérieur. Il va être arrêté, il va être blessé, arrêté. Il va être déporté à Bergen-Belsen. C'est le même camp où sera Anne Frank. Et il va attraper le typhus et il va mourir au camp. Et ce qui est terrible, c'est que sa famille ne saura que 20 ans plus tard comment il est mort. Il y a quelqu'un qui va venir, qui leur dire, et il y aura à ce moment-là une décision de justice pour le déclarer mort, et il y aura un arrêté pour décider qu'il était mort pour la France et qu'il a été déporté. Il s'appelle Yves Goussard. Il y a une rue qui porte son nom à Fort-de-France. La tardivité de la reconnaissance des dissidents comme combattants, et puis l'honoraria, etc. Comment on explique cette réticence? Je pense qu'il y a d'abord le fait que les gens, ils étaient très humbles, les dissidents. Ils sont rentrés, et Fanon explique ça très bien, hein, quand les gens rentrent, ils ne sont pas accueillis avec les honneurs, avec fanfare, et donc ils rentrent tous. Et ils vont reprendre leur vie. Ils ne demandent pas de reconnaissance générale. Et en fait, ce sont les autorités qui ne reconnaissent pas le rôle qu'ils ont joué. Mais il me semble que quand on analyse avec le recul, de façon générale, le rôle des Antillais, le rôle des Africains a été parfaitement minimisé dans le récit qu'on fait de la Seconde Guerre mondiale et de la libération de la France. Oui, on parle du débarquement de Normandie, alors qu'il y a eu Provence, Monte Cassino, et puis différents ponts, lieux clés qui ont été défendus par eux. Oui, tout à fait. De la chair à canon. Jingle, musique. Alors, chers amis, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Lauriane Zacharie. Voilà une fille qui fait son chemin, qui a une puissance vocale. Alors, elle est née en 1980. Elle a gagné un concours de chant au CERMAC. C'est un petit peu comme ça qu'elle s'est révélée. En 1996, elle a une formation qui s'appelle Panache. Elle travaille déjà avec Guy-Marc Vadeleux, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, David Rodap et Miguel René Courail. Elle part faire ses études en France après, et puis elle revient avec une maîtrise d'histoire. Voilà, c'est pas rien. Et puis, comme elle a la passion de la chanson, elle participe à des zoukamines, si vous voulez, des manifestations musicales où se révèlent des jeunes artistes. Je vais vous proposer déjà un de ses premiers succès. Tout à l'heure, on parlait de Lumina Sophie. Elle a une chanson consacrée à Lumina. Ni longtemps, si longtemps qui ça m'est révolté à subitation, à réclamer tes bassés chiots, honnête et puis respect, à d'un combat, t'es ni plaisir fond. C'est normal, quand yo encourage yo, c'est yo, quand yo aime yo. Le palais, yo fait nous souffrir encore. Alors, Emmanuel particulièrement est très attentif. Hein. Voilà. C'est un à partir de ce succès, tout s'enchaîne. Vous savez qu'elle a eu, par exemple, aussi le prix de la Révélation de l'année en 2008. Et puis, elle collabore avec Malavoie, elle collabore avec Fred Deyé de Soft, elle collabore avec Tony Chasseur, elle fait le New Morning.
Elle a fait plusieurs scènes au pays et en France, elle a récemment participé à l'hommage à Edith Lefel. Petit à petit, elle se constitue un répertoire, une personnalité. On va écouter un deuxième titre qui s'appelle Épi l'amour. Si vous demandez-moi qui ça m'enlève, bah pays-moi. Fait que nous tous rassemblés, nous besoin l'unité. Si vous demandez-moi qui ça m'enlève, la famille-moi. Fait que nous pas fâchés, que nous tous très soudés. Si vous demandez-moi qui ça m'enlève à tout moi. Fait-les toujours sentir caribien. Écoutez-moi, si vous demandez-moi qui ça m'enlève, moi, une chose qu'on dit en Basel, au moins, c'est plié là. Alors, tout le monde autour de la table est charmé, hein. Elle est mignonne, j'entends ça pas elle mal de gens. Elle chante bien, elle a une belle tessiture vocale, elle a une puissance vocale. Et un beau texte. Vous savez, nous, on avait organisé un Big In Jazz à la Batelière où elle avait interprété Mona, elle m'avait cassé. Elle avait interprété ça, vraiment merveilleux. Voilà. Alors, on la retrouve également, nous avions organisé avec le CMT une manifestation qui s'appelle Parti en musique en Martinique. Yes. Et je vous propose effectivement de revoir une vidéo de cette manifestation. Ces jeunes gens baratins tout nuit. Alors vous avez reconnu Nathalie, la merveilleuse composition de Solon Gonzalez. Oui. Et c'est vraiment une... Voilà. Et elle a interprété encore une fois avec Malavoie au Zénith. Hein, ça c'est vraiment intéressant. Alors voilà, ce sont des chansons engagées, elle chante des chansons qui ont un bon sens, elle a un talent réel, elle travaille avec David Rodap qui est auteur-compositeur. Je vous propose d'avoir une nouvelle vidéo, je pense que c'est peut-être le New Morning, on va voir. Qui était directeur du CMT, et il y a Jacqueline Marie-Rose qui m'a accompagné, et puis Gérard était là, puisque c'est Gérard qui a proposé ça. On avait fait, après le Covid, Parti en musique en Martinique avec des animations dans tous les hôtels. C'était vraiment quelque chose de très sympathique. C'était super. Voilà. Donc, Lauriane Zacharie, je pense qu'il faut compter avec cette fille parce qu'elle a beaucoup de talent, elle a une puissance vocale. Peut-être que le conservatoire va nous permettre aussi de donner une place aussi à ces gens. Et je vous invite à voir une dernière vidéo. C'est l'un de ces titres récents qui s'appelle Yélélé. Voilà. Tout à la tenue bel soleil, ça qui fait entre nous c'est magique. Sois t'es cassé main au ciel, en mélodie pour mon romantique. Et puis des yeux où t'chambé moi, bagaille la t'es qu'on loi physique. Les langues me caressent ton moi, et sous son jeté musique là nous chanter. Yélélé là, yélélé là, yélélé là. C'est l'amour qu'on y a là. Yélélé là, yélélé là, yélélé là. Tout c'est l'amour.
je peux ajouter qu'elle joue régulièrement avec Maher Bora. C'est un très très bon pianiste et vous imaginez la qualité entre ces deux-là. Entre ces deux, voilà, je vous invite à être attentif pour pouvoir écouter Lauriane Zacharie, que nous saluons avec beaucoup de sympathie. Oui. Je reviens à la question du conservatoire de musique et à ton dada qui est de créer une économie de la musique et tout. Mais une fois que tu as fait, non, une fois que ce conservatoire qui va avoir des générations et des générations de musiciens réellement formés, d'abord, ces musiciens-là pourront être des enseignants, des formateurs, avec le diplôme, avec l'adaptation, avec la régularisation de l'acquis, de leur connaissance, de leur savoir-faire. Ouais, ouais. Et puis, il faudra ensuite leur donner une activité économique. Et il y a des dispositifs comme ça qui sont prévus dans le programme de Ronald, entre autres. C'est au niveau du conservatoire, c'est la cohabitation entre des professeurs qui sont diplômés et des gens qui ont du savoir-faire. Ça, c'est aussi un élément intéressant, absolument. Mais... Dernière chose, quand même, l'économie culturelle, bien évidemment. Oui. Il n'y a pas très longtemps, j'écoutais un reportage sur la musique guadeloupéenne et les gars parlaient de ça, l'industrie culturelle. Ce sont des concepts, à mon avis, qu'il faut approfondir ici parce que, bon, il y a toute une économie qui est autour de la création et voilà. Mais je crois nos élus, nos politiques capables de cette subtilité, de comprendre ces choses-là. En tout cas, Frédéric, ne sois pas si sceptique. Je ne veux pas couler cagner comme ça dans le cadre de mon émission. Pardon, j'ai spontanément ri. J'ai dit ça au premier degré, les gens vont croire que je participe à votre bashing. Pas du tout, je ne fais pas ça. Vous m'avez compris, hein, ne me mélangez pas à ces personnes-là. Je plaisantais, je suis tout à fait d'accord avec eux. Vous m'avez été un petit peu flagellé, un petit peu. Au revoir Daniel, au revoir Emmanuel, etc. Au revoir Mehdi, au revoir Johan, je l'ai bien dit cette semaine. Et puis, qu'est-ce qu'il manque encore? Il manque Max, David, Flo, et puis Max, David. et puis Flore. J'ai oublié personne. Ben nous, tu nous as pas dit au revoir. Je vous dis, et les téléspectateurs.